Sili Yazid, bonjour et bienvenue au Millennial Podcast. Bonjour, c'est Mohsin. Merci beaucoup de m'inviter, de m'avoir proposé d'échanger sur des sujets qui peuvent être passionnants et surtout, ça peut être une opportunité de partager un vécu qui peut apporter de la valeur à d'autres personnes qui nous écouteront dans l'avenir, dans le futur. Exact. Alors Yazid, tu es le directeur de l'excellence opérationnelle chez Intelsia. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce rôle? Ce rôle-là, c'est un enchaînement d'expérience et de vécu également, parfois de destinée. Ça veut dire, euh, avant, j'ai commencé ma carrière en tant qu'informaticien, Mhm, puis en tant que consultant fonctionnel, puis chef de projet toujours dans le domaine informatique. mhm, Puis il y a eu une transition vers le monde du conseil et qui était plutôt sur le volet organisationnel. Alors, je commence à toucher l'excellence, ça veut dire un volet de l'excellence opérationnelle. mhm. Et le grand, disons, accélérateur, c'était quand j'étais à Capgemini, et j'étais sur l'industrialisation du delivery au global Ok. et qui m'a amené à travailler à comment standardiser, comment améliorer euh, les processus. Il n'y a pas que les processus, il y a les processus, les outils, les compétences des people pour que une organisation fonctionne d'une manière la plus optimale. Mhm. Et il n'y a pas que ce volet la plus optimale, mais comment elle peut également en parallèle créer de la valeur. Et puis ce vécu-là, c'était quand j'ai rencontré Youssef et Kerry qui m'ont proposé ce rôle qui était plutôt déjà loin de ce que j'avais fait avant. Mhm. J'étais dans l'informatique, dans le conseil, secteur bancaire et puis dans l'industrialisation des grandes organisations comme le cas à Capgemini. Et puis je me suis retrouvé dans un nouveau secteur qui est la relation client, et également dans un rôle plus, disons, plus précis, ça veut dire c'est l'assurance qualité, ça veut dire on doit faire de la qualité. Il n'y a pas que la qualité parce que ils m'ont donné presque une carte blanche pour amener de nouveaux concepts que ce que j'ai vécu ailleurs, pour les mettre en place, pour expérimenter. Et aujourd'hui, ça donne sur les 4 dernières années Mhm. un, un vrai un vrai setup d'excellence opérationnelle on parle de l'assurance qualité, on parle du lean management, on parle de toute la norme ISO à mettre en place, mais surtout c'est tout un mindset et une rigueur qu'on doit mettre en place. Alors je me suis retrouvé je me voyais pas il y a longtemps d'être directeur qualité ou bien directeur globalement d'excellence opérationnelle, Mhm. mais c'est mon caractère, Mhm. également mes expériences que au bout du chemin, je me suis retrouvé dans ce genre de rôle où je m'éclate. C'est quelque chose que je fais avec grand plaisir. Alors Yazid, tu viens du monde de l'IT et là tu as switché vers l'univers du CRM et de la relation client à distance. Quelles étaient les Mhm. premières choses que tu as constatées? Quel était ton étonnement? Quelles sont les choses qui t'ont surpris, peut-être qui n'existaient pas dans le monde de l'IT? Et aussi, quelles sont les choses qui peut-être existent dans le monde de l'IT et que tu n'as pas retrouvées dans ce nouveau univers que tu as découvert? Alors, déjà, il y a une ressemblance entre les deux métiers. C'est des métiers de service. Mhm, Euh, la relation client, on traite et on exécute un catalogue de services. Ça peut être la, la gestion du service client, facture, etc. La gestion technique ou le support technique des clients finaux, de la rétention. Par contre, dans l'IT, il y a des aspects qu'on gère comme la relation client qui est plutôt dans la phase maintenance et le support. Par contre,
la vie d'un projet informatique est différent de la vie d'un projet de la relation client. Le premier, tu as un cycle, Mhm, tu as plusieurs contraintes, tu as besoin de parfois de plus de différentes compétences qui vont être impliquées dans le processus pour créer ce service. mhm. L'autre, il demande moins. Ok. Le volet les services informatiques demandent plus d'industrialisation. Ça veut dire aujourd'hui, ce secteur, il est plus mature Mhm, parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis les années 60 et ça s'est accéléré les années 70 et 80. La relation client comme métier, ça a commencé jusqu'à les années 80. mhm. Et aujourd'hui, si on compare ces deux industries, ben l'autre, il est très mature, c'est-à-dire on est arrivé à des niveaux d'industrialisation, d'excellence opérationnelle qui est très important parce que derrière, euh, par exemple, un exemple très bête, on a manqué de l'excellence opérationnelle, par exemple, le cas de Boeing 737 MAX, c'est-à-dire Mhm. un simple, pas un simple, mais c'est un logiciel informatique qui équilibre, tu vois, le nez de l'avion vu que les réacteurs sont un peu lourds. Mhm. C'est- Ça veut dire, euh, quand il y a eu, quand il y a une erreur, où il n'y a pas de la qualité dans le développement sur des métiers très spécifiques comme l'aérien, comme le nucléaire, comme j'ai vu des projets où j'ai participé comme Airbus, euh, et également des projets militaires, des sous-marins, etc., tu n'as pas droit à l'erreur. Ça veut dire il y a des L'erreur est tests, mais une fatale. fois, Hmm, l'erreur est fatale. hmm, Par contre, dans la relation client, l'erreur, elle est là, ça crée un churn, ça veut dire des clients qui partent, mais hmm. c'est pas fatal. Ça veut dire il n'y a pas quelqu'un Perdre la qui va vie. mourir, qui va perdre la vie. Alors c'est différent. Et après, ça diffère des secteurs. Ça peut être fatal comme si on parle tu vois, des métiers militaires, l'aérien et même nucléaire, etc. Et, euh, et sur d'autres secteurs, même si c'est pas fatal, mais ça peut impacter s'il y a des erreurs de calcul dans des gros systèmes, secteur bancaire, secteur de la distribution, etc. Ben, ça sera difficile, il y aura des pertes et ça sera difficile de récupérer. Alors l'IT, ça demande surtout sur le volet expérience, euh, excellence opérationnelle, disons plus d'attention. Sur la relation client, également, c'est ce qu'on est en train d'apporter. Quand je suis arrivé dans ce métier, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses à construire. Ça veut Mhm, dire il y avait mhm, un gap de maturité très important. Et également, j'étais en train d'expérimenter pas mal de choses que j'ai vues dans des métiers différents. Il mhm, n'y a pas que l'IT, parce que dans l'IT, tu touches à différents métiers. mhm. Et j'ai vécu dans d'autres métiers. Et j'essaie, avec cette expérience, de tester, mettre en place, adapter certains concepts à la relation client pour qu'on arrive à un niveau d'excellence opérationnelle comme tout ce qu'on a mis aujourd'hui chez Intesia, qui Alors, diffère et parfois on est unique aujourd'hui par rapport à d'autres prestataires qui font toujours les choses avec une ancienne technique ou concept simple. l'excellence opérationnelle, donc pour pouvoir offrir le meilleur delivery possible, donc pour pouvoir aussi faire vivre la meilleure expérience client. Alors l'un des procédés pour pouvoir y arriver, c'est la mise en place de méthodes. Tu as évoqué tout à l'heure le lean management. Hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Liazid? Pour quelqu'un Alors, qui découvre cette notion, ou ce procédé, comment tu lui définirais? alors, aujourd'hui, juste pour simplement, il y a deux choses. Il y a le lean et il y a un autre concept, c'est le lean management. Mhm, Le lean, le lean, c'est l'amélioration des processus, c'est l'élimination des gaspillages, c'est la, c'est,
la satisfaction client, c'est comment maximiser la satisfaction client et créer de la valeur. Mhm. OK? Et dans la plupart des boîtes, quand on utilise le Lean ou bien le Lean Six Sigma, où on intègre plus de mesures scientifiques pour faire l'état des lieux, etc. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, ils l'utilisent juste pour rapidement adresser certains mots dans les processus pour accélérer un processus, pour l'améliorer, etc. Alors, on appelle des experts qui Mhm. viennent intervenir, comprendre, etc. Ils animent des ateliers, déroulent un big case, un plan d'action, Mhm. et il y a une durée de projet entre 4, 6 mois, 9 mois, ça dépend de la typologie des processus. Et il n'y Mhm. a pas que le processus, il y a le processus, les outils et l'humain. C'est très important. C'est Ok. trois, c'est un triangle, c'est Mhm. trois pour les. Par contre, le lean management, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est toute la gouvernance, Mhm. la gestion du lean Mhm. au quotidien. Mhm. Moi toujours, euh, on va en parler par la suite sur des choses que je vois dans le métier du conseil ou bien comment on adresse certains sujets organisationnels. C'est que ma philosophie, c'est qu'on doit équiper les gens qui sont sur le terrain, Mhm. même un agent, même un ouvrier, Mhm. jusqu'à jusqu'à le niveau supérieur d'une hiérarchie, avec ces notions-là, avec ces outils-là, Mhm. pour qu'ils vivent, pour que chacun devienne contributeur de l'amélioration du processus, Mhm. de la vie, de l'amélioration continue, et chacun, il sculpte d'une certaine manière le day-to-day du déroulement de la vie d'un processus, de la Mhm. valeur qu'on crée. Mhm. Et l'idée, c'est de créer plus de valeur. C'est pas simplement exécuter, c'est comment améliorer ce processus. Et si on crée un service, comment créer avec les mêmes capacités de service, de valeur ajoutée. Mhm. Et c'est ça la force de certaines organisations comme Toyota, comme Amazon, comme Emirates, etc., qui utilisent derrière ces notions-là avec une grande rigueur Mhm. et ce qui crée des produits super compétitifs sur le marché, un haut niveau de satisfaction parce que ils améliorent tout le temps, ils utilisent ces notions-là chaque jour à tous les niveaux Mhm. et, euh, et ça devient une discipline dans l'organisation. C'est pas simplement des organisations, on a des départements qualité, on parle de l'excellence opérationnelle et on a changé une fois. Pour moi, c'est comme un sportif, quelqu'un qui se prétend sportif et qui se réveille un dimanche juste avec une tenue de sport, il va sortir, il va faire une marche, Mhm. peut-être sortir un autre jour. Il va se dire, moi, je fais du sport. Non, si tu fais du sport, c'est pour qu'il y ait un impact positif sur ton corps, ça crée une discipline, etc. Et pas mal, beaucoup d'organisations, ça reste des départements, ça reste des concepts, et ça ne dépasse pas un stade d'une vraie organisation qui crée de la valeur, c'est pas une question juste de chiffre d'affaires, parce que tu peux créer un chiffre d'affaires et tu atteins tes objectifs, mais tu peux Mhm. faire mieux en termes de chiffre d'affaires et tu peux créer plus de valeur Mhm. et l'amélioration continue, le lean management, il y a un concept, c'est le lean disruptive. Mhm. Ça veut dire le lean, il te pousse. Si tu améliores un processus rapidement, ça veut dire les premières fois quand tu l'améliores par exemple de 70%, de 80%, mais pour atteindre les 10% qui restent, Mhm. parfois il te faut beaucoup d'argent, il te faut beaucoup d'énergie. Mhm. Parfois pour 2%, tu dois vraiment faire souffrir ton organisation ou Mhm. bien ton processus. Et les gens derrière qui travaillent et également le niveau de satisfaction. Tu vois que la satisfaction client, on gagne un ou deux points au niveau NPS. Et c'est là que vient le lean disruptif qui pousse à l'innovation. Ça veut dire, c'est le lean qui te dit, Mhm. ben, t'as atteint ta limite, va chercher, va penser différemment comment faire, comment délivrer ce processus. Peut-être il faut changer l'outil, il faut changer la manière, il faut
améliorer les compétences des personnes qui sont derrière pour délivrer une autre valeur Mhm. et qui te fait gagner des parts de marché et qui te fait et surtout c'est ton image qui est derrière euh, qui est valorisée. C'est pas simplement un gain de part de marché, mais c'est également l'image euh, qu'on 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 va laisse chez les véhiculer. clients Mhm. final, qu'on Ouais. véhicule chez le client final. Hmm. Alors, Yazid, il y a aussi des détracteurs du lean et du lean management. Et j'aimerais bien Mm. partager ces critiques avec toi pour pouvoir prendre ton avis dessus. Certains vont dire ça va augmenter les productivités à des niveaux pas possibles, ça va faire des cuts dans le personnel d'une société. Et donc, parfois, il y a des personnes qui ont cette image-là. Tu vois que c'est plutôt un outil plus de torture que de développement. Quel est ton avis par rapport à ça et comment tu penses ce procédé, cette méthode quand tu l'implémentes et quand tu travailles avec? Premièrement, le lean, c'est un mindset, c'est une méthodologie qui a été mise en place. C'est pas avec un objectif de cost reduction ou réduction des effectifs, etc. C'est quand Mhm, j'ai parlé du lean, le simple mot lean, quand on ramène des consultants qui vont intervenir sur des organisations en secteur bancaire, en secteur d'industrie, mhm, et qui viennent pour améliorer la machine productive, mais ils viennent et ils interviennent sur un bout de processus ou des parties de certains processus dans l'organisation qui créent cette valeur. mhm, Et là, malheureusement, le lean peut être un outil pour, disons, ramener de nouveaux outils dans le processus. Si on a 10 personnes, ben, on va le réduire à 50% ou à 40%. Ça, c'est pas le lean dont je parle. Le lean, il peut créer, parce que tu crées plus, tu maximises la satisfaction client, mhm, tu maximises la productivité et ça mhm, peut impacter que ça soit les outils de fabrication ou tes processus de création de services, et mhm. également l'humain. Ok. Moi, le lean management que je prône, c'est un lean où, par exemple, j'ai un service, Mhm, j'ai une chaîne, mhm, j'ai optimisé de 50%, les people que je garde, mhm, je crée une nouvelle valeur à mon client sur d'autres choses, d'accord, qui mhm. peuvent me ramener plus de chiffre d'affaires et plus, disons, plus d'impact sur mon client final. Et avec peut-être un service à plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire on Un était. service un service à plus forte valeur ajoutée. Mhm, C'est là où le lean management est important. C'est que au lieu que j'ai une armée qui travaille juste pour délivrer un processus, disons un service, mhm, je peux, avec cette même capacité, délivrer un service et délivrer un nouveau service. C'est ce que fait Amazon. Amazon, disons, il a beaucoup innové dans l'automatisation, la distribution, etc. mhm. Mais elle recrute toujours Ouais, parce ok. qu'elle crée, elle intervient encore, elle crée de nouveaux, parfois des niches, Mhm, parfois de nouveaux services. mhm, OK? mhm. Et ça crée toujours de la valeur parce que les gens, ils consomment et une fois qu'ils ont commencé le service 1, ils vont passer service 2, service 3, service 4 et tout ça dans le cadre d'excellence opérationnelle. Alors, Même pour d'autres secteurs, en tout cas, même, et on revient également aux valeurs de l'entreprise. mhm, Les valeurs de l'entreprise, ils sont très importantes. mhm, Si l'entreprise, elle est humaine, il va utiliser le lean pour créer de la valeur, mhm. pour expérimenter de nouvelles choses, sans, une fois qu'on a optimisé certains processus, sans toucher l'humain. Ça veut dire on recapitalise sur ces compétences-là pour Mhm. créer de nouveaux services qui vont nous apporter plus de chiffre d'affaires, plus de services par la suite. Et Donc si tu as des finalement, entreprises, malheureusement, ça existe, il y a des entreprises, malheureusement, qui sont des court-termistes. hmm,
super court-termiste. C'est Hmm. pas. Parfois, on se retrouve avec des organisations où il y a un excédent de personnel parce que il a vécu une histoire sur certaines années où on avait besoin de pas mal de gens parce que les processus et la technologie demandaient à ce que on ait un dimensionnement qui va permettre de répondre. Mhm. Au fil des années, avec la technologie, il y Mhm. a beaucoup d'automatisation, d'optimisation. Ben, on se retrouve également des parts de marché qui ont changé, un repositionnement de certains produits et également la direction de certaines entreprises. Mhm. Ils se retrouvent malheureusement à faire le cadre. Sinon, ils vont pas survivre. Ok. Par contre, moi, je parle des entreprises qui sont déjà, qui peuvent créer de la valeur avec ces people-là, mais ils sont juste court-termistes parce qu'il y a des pressions boursières, etc. Mhm. OK? Mhm. Je préfère faire des cuts, Mhm. mais c'est très court-termiste. Yes. Et ça, j'adhère pas à À ce ce genre modèle-là. d'entreprise, à ce modèle-là. Moi, je suis plutôt à des entreprises qui sont humaines, même si on pousse à la productivité, mais en même temps, on doit créer de nouveaux services, de nouveaux leviers qui créent de la valeur aux clients. Il faut toujours penser à innover, créer, faire les choses différemment. Et si tu le fais normalement, tu investis dans tes people et dans tes personnes et dans tes compétences, Mhm. normalement, impossible, tu vas pas réussir. C'est impossible. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est finalement, ça dépend de la culture d'entreprise qui va calibrer l'intention qu'on va mettre derrière ce procédé. Et donc, Excellent. c'est cette intention-là qui va définir, eh bien, comment on va vivre dans cette société et qu'est-ce qu'on va aller rechercher. Est-ce qu'on va aller créer de la valeur ou on est juste dans du cost killing et donc Kelly, c'est ouais, voilà et c'est plutôt une vision exactement. à court terme. Alors moi j'aime bien l'idée quand tu dis équiper tout le monde dans une organisation, équiper aussi des agents, etc. Parce que c'est aussi la façon de les former sur des outils d'analyse et des outils pour pouvoir penser des solutions. Parce que parfois, on peut être confronté à des défauts quotidiennement et ça peut être frustrant de les vivre, de ne pas avoir les moyens d'échanger. Et je trouve que c'est un procédé très intéressant. Et donc, du coup, comment mettre en œuvre comment mettre en œuvre le lean, par exemple? Comment mettre en œuvre une politique pour pouvoir être dans de l'excellence opérationnelle. Par quoi ça commence? Quels sont les prérequis à avoir? Alors, le prérequis numéro un, c'est le sponsoring. Ça veut dire c'est le leadership au niveau de l'entreprise est convaincu euh, de cette méthode-là, également de la valeur qu'elle peut apporter à l'organisation. C'est très important le sponsoring parce que à partir de là, beaucoup de choses découlent et toute une gouvernance commence à fonctionner. La deuxième, il y a le volet leadership, le sponsor du leadership. Après, il y a le mindset. Il faut changer les mindsets Ok. parce qu'il y a beaucoup, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui se sont habitués, bon, on parle de la qualité, de l'assurance qualité, l'excellence opérationnelle, c'est plutôt une contrainte. Oui. Enfin, c'est une contrainte. Et l'idée, ben, je reviens au modèle d'un sportif, c'est comme quelqu'un un peu paresseux, tu l'obliges à sortir, faire un peu de jogging, courir, mais il n'est pas très convaincu. Tu Mhm. vois. Mhm. Alors, il faut changer le mindset, expliquer pourquoi on souhaite prendre ce chemin-là et quels sont l'impact. C'est pas simplement un impact sur l'entreprise. C'est pas on cherche la productivité, la satisfaction client, mais également un impact sur les personnes qui sont impliquées. Ça crée beaucoup de valeur, que ça crée beaucoup de valeur en termes de compétences et également euh, euh, beaucoup d'aspects organisationnels, même humains. Ça veut Mhm. dire chacun de nous, il peut apprendre
ce genre de concept et l'appliquer dans le day-to-day, dans sa vie même personnelle, Ok. et qui peut changer sa vie. Mhm. Alors, après le deuxième, le mindset, le troisième, ce qui est très important, c'est la formation et la sensibilisation Mhm. de toute l'organisation Mhm. à différents niveaux de maturité. Mhm. Euh, parce que c'est très important. Le leadership et les managers qui seront dans le day-to-day à faire vivre cette discipline Mhm. soient bien formés, soient bien outillés pour comprendre, pour, pour faire vivre disons, les initiatives d'amélioration continue dans le day-to-day Mhm. et également être à l'écoute du terrain. Ok. Et également, les gens qui sont à bas d'échelle de production, également, ils sont impliqués à travers les daily stand-up, les débriefs, la voix du client, pour qu'ils alimentent, voilà les choses qu'on doit changer dans, que ça soit les processus du day-to-day ou Mhm. bien les processus clients, parce que c'est eux, au final, qui comprennent mieux ce qui se passe que Ok. les gens qui sont au plus haut de la pyramide. Ok. Et, euh, et, euh, et la quatrième, une fois il y a la sensibilisation et la formation, Mhm. c'est de faire vivre ce modèle-là avec une certaine rigueur. C'est une rigueur organisationnelle, Mhm. une rigueur en termes de gouvernance, en Mhm. termes de suivi, qui Mhm. est très importante. Mhm. C'est comme on demande à un sportif, c'est comme le CrossFit. Tu vois, quand je vois Ouais. le CrossFit, Mhm. c'est ça de même euh, la façon comment les entraînements sont adressés, ça rejoint la méthode Lean, Mhm. la rigueur qu'on doit mettre en place dans l'organisation en termes d'entraînement, Mhm. en termes de suivi, Mhm. en termes de fréquence, pour que tu atteins les objectifs attendus, qui Mhm. sont la maximisation de la valeur au client. C'est ça le lignage, c'est maximisation de la valeur au client. Alors, l'implémentation, donc une implémentation par exemple du Lean, est-ce qu'elle concerne toutes les tailles d'entreprise ou il faut avoir une certaine taille? Elle concerne toutes les tailles de l'entreprise. Ok. Tu peux même avoir une équipe de 12, 15 et tu peux mettre certains concepts pas très compliqués. Simplement, quand la taille de l'organisation elle monte, ça veut dire tu as plus une pyramide organisationnelle et également de gouvernance Mhm. pour piloter et harmoniser toutes les initiatives, pour que Ok. tout le monde, il n'y a pas de silo, tout le monde communique. Ok. Quand tu es une petite entreprise, c'est plus rapide parce que rapidement tu adresses tes soucis processus, les gaspillages du day-to-day, et surtout les startups, ils ont euh, parfois inconsciemment, ils utilisent certaines notions du lean parce qu'ils sont contraints de le faire. Mhm. Par contre, quand une organisation, elle prend certaines tailles, Mhm. il y a pas mal de gaspillages qui commencent à circuler et qui sont pas visibles. Ok. Même si on atteint un chiffre d'affaires, une marge, Mhm. mais on peut faire mieux. Ouais. Et ces gaspillages, ils sont là, Mhm. ça existe. Mhm. Et il y avait par exemple, il y avait une étude qui a été faite entre 2008 et 2011 sur les gaspillages organisationnels. Mhm. Normalement, systématiquement, toutes les organisations classiques, ils peuvent s'améliorer de 20 à 30% quand on applique le lean. Wow. C'est-à-dire, si tu roules à 100, ben, tu peux rouler à 130. Mhm. OK? Yes. Et également la deuxième chose, parce que le lean management, c'est créer la valeur au client. Mhm. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça veut dire, il y a que 30% de la valeur qui intéresse le client par rapport à un produit. Ok. Il y a que 30%. Mhm. Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a 5 ou 6 ans, il y avait des téléphones, il y avait beaucoup d'options. Ça veut dire qu'un téléphone qui va lire tes yeux, qui va les suivre, etc. Il y avait pas mal d'innovations, de nouvelles choses, mais
au final, quand tu utilises le téléphone, Mhm, c'est pour passer une bonne communication, envoyer mon SMS, WhatsApp, avoir une bonne connexion et la batterie. mhm, Il y a beaucoup de choses. Si tu regardes ton téléphone avec tous les services qu'il offre, mhm. d'accord? Tous les Oui. services qu'il offre, Mhm. tu les utilises pas. Et Non. peut-être, moi, j'utilise mon téléphone, si je prends toutes les options qu'il offre aujourd'hui, peut-être j'utilise que 5% de ses capacités. Hmm. Et quand il y a des organisations qui font pas attention à ce ratio-là, combien je crée à mon client final, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Je commence à investir sur de l'innovation ou bien sur l'amélioration de certains produits, certaines options, Donc du nouveau. du nouveau, Mhm. et que je vais impacter le prix final du client et qu'il Oui. va pas l'utiliser. Yes. Le plus important, c'est avoir la vue du client, c'est Hmm. vraiment savoir le vrai besoin du client, Hmm. le produire qu'il soit fiable, efficace, Hmm. et également lui apporter certaines choses sur lesquelles il n'a même pas pensé, mais Hmm. qui apportent une vraie valeur, de la Hmm. pertinence dans l'utilisation. Mais là, quand Et tu c'est ça disais, la valeur, et c'est ça la valeur, et c'est ça la valeur du lean. C'est ça la valeur, par exemple, quand on voit Toyota, mhm, elles vendent des voitures qui sont les plus fiables dans le monde, hmm, ok, par mhm, rapport même les voitures allemandes, même si les autres voitures sont plus luxueuses, mhm, mais qui sont les plus fiables parce qu'ils sont centrés sur des choses qui sont très basiques, qui sont importantes aux clients et qu'à la fin, qui marchent jusqu'à hmm, la fin. hmm, On cherche pas, c'est pas simplement le client, il va acheter une super belle voiture, mais à partir de 6 ans, 7 ans, il y a pas mal de problèmes qui commencent à apparaître. Donc Et c'est ça reviendrait à dire, Liazid, de perfectionner l'existant, optimiser l'existant avant de chercher. Il y a constamment l'innovation. C'est pas forcément tout le temps l'innovation qui va générer la satisfaction client et la bonne expérience client, mais c'est aussi en fiabilisant l'existant et en perfectionnant l'existant. Et oh, l'exemple que je retiens, c'est celui de la batterie. C'est vrai que avoir une batterie d'une durée plus longue, par exemple, avec une autonomie plus longue, eh bien, c'est plus sympa que d'avoir un téléphone avec une batterie qui dure 30 minutes et qui a un milliard d'options. C'est certain. exactement. Euh, la, l'innovation est très importante. Mais si Oui. on a une culture d'amélioration continue, elle va te dire, Mhm. c'est le moment de faire les choses différemment. D'accord. Mais quand on est dans une vitesse normale, on fait même pas de l'amélioration continue, on fait que de l'assurance qualité. Ben, on essaie de produire la même chose comme ce qu'on fait aujourd'hui. On veut passer à l'innovation alors qu'on n'a même pas fait l'amélioration continue. Mhm. Là, on a un souci. C'est Mhm. l'amélioration continue qui te dit, ben, maintenant, t'es dans le mur. Tu peux Mhm. pas aller loin, plus Mhm. que ça. Il Mhm. faut changer. C'est comme, je reviens toujours au sport, un athlète, il a un programme de quotidien avec son coach, etc. Mais quand il arrive à certaines limites, c'est-à-dire, il doit innover, il doit faire les choses différemment par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il Oui. n'arrive pas à gagner d'autres millièmes de secondes. Ou bien, si on prend la Formule 1 ou on prend d'autres secteurs, c'est l'amélioration continue qui te pousse à penser des idées innovantes plus pertinentes. Ok. Par contre, si tu es juste dans un modèle d'assurance qualité et tu veux innover, Mhm. ben, ça serait juste parfois utopique. C'est simplement tu vois, on fait l'innovation pour l'innovation, c'est sexy, c'est intéressant. Mais si tu as pas ce volet d'amélioration continue, Tu pourras pas y ben, arriver. Tu pourras pas innover. tu peux pas vraiment innover des choses intéressantes. Liazid, est-ce que tu peux nous rapprocher de ta propre expérience et de nous parler de ton expérience, peut-être l'une des expériences les plus réussies que tu as eues dans ce volet-là, et peut-être l'une des plus difficiles. Alors euh, les plus réussis et moins réussis, quand je dis les plus réussis, il y a eu un grand impact. Mhm.
Les moins réussis, heureusement, c'était limité organisationnellement et en termes de dimensionnement. Ok. C'était à Capgemini. Mhm, Euh, alors, je vais commencer avec la moins réussie. La moins réussie, c'est simple. mhm. Il y avait un problème de mindset, Ok. d'accord? Parfois, sur des organisations où le manager, parfois pour des raisons qu'on peut comprendre, ou parfois pour des raisons, c'est des convictions. Ouais. Il y a malheureusement des personnes qui souhaitent pas bouger, changer les choses, ils préfèrent faire les choses comme il les a fait il y a 10 ans, 15 ans. Mais malheureusement, la boîte, elle change, elle doit se transformer. La façon comment je travaille aujourd'hui, euh, elle peut pas survivre. Hmm. Et également, tu peux pas attirer des talents dans ton organisation si ils sentent pas qu'on est là, tout le monde il est impliqué dans la créer d'une valeur. S'ils viennent Yes. sur quelque chose qui est monotone, Hmm. ben tu crées pas de valeur. Alors, sur la partie lean management, où j'ai pas réussi, et on était conscient, Mhm. c'était c'était sur un périmètre très limité. Ok. Ça veut dire il y avait pas, c'était pas méchant, mais c'était question de mindset. Ok. Et avec un temps, ils étaient obligés de changer la personne qui gérait, disons, cette organisation Mhm. pour que les choses elles changent. On adopte les bonnes méthodes. Ok. Et dans les choses que j'ai réussi Ah, ah. à 100%, Oui. c'était question de mindset et des cultures de l'entreprise. C'était des gens volontaires qui voulaient changer. Et même quand j'étais confronté même à des VP qui géraient des centaines de millions dans leur business unit, Ok. même l'organisation à un certain moment, des, des personnes clés, même s'ils créent du chiffre, ça veut dire qu'ils te génèrent le chiffre d'affaires attendu, Mhm. maintenant ils leur ont ajouté une autre contrainte, c'est le how. Ok. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires et les indicateurs. Hmm. Il faut me montrer, il faut également être impliqué sur le how. Hmm. Ça veut dire, et que tu sois impliqué. Parce que quand tu mets en place le lean management, on casse les silos. Ok. Parfois, dans des grandes organisations, il y a des gens qui veulent pas communiquer avec les autres, ils veulent mettre en place leur propre méthode. Hmm. Tant qu'il génère son chiffre d'affaires, il te dit, man, tu me parles. Ça veut dire, Ne tu me vas pas, dérangez pas, quoi. ne me dérangez pas. Hmm. Par contre, à Capgemini, je pense qu'ils étaient courageux. Et je trouve ça très courageux de casser les silos et de pousser certains mammouths Ok. à bouger, Ok. de changer de mindset, Hmm. d'adopter d'autres manières de travailler pour qu'on casse les silos, on travaille différemment, Hmm. pour créer plus de valeur. Hmm. Parce que ce qui tue une organisation, c'est les silos. Oui. Quand il n'y a pas de synchronisation, chacun il a son propre empire dans l'entreprise. Et même quand tu as des idées innovantes, ils peuvent Hmm. marcher sur des silos Mhm. et d'autres, ils ne marchent pas. Et Mhm. par la suite, avec le temps, l'organisation, elle perd d'authenticité, quand même il y a des prospects clients, ils sentent que euh, sur des practices, je sais pas, automobiles ou énergie, ils sont très impliqués dans les nouvelles méthodes et d'autres practices, ben, ils sont en retard. Mhm. Et ça, c'est pas bien pour le client donneur d'ordre, Mhm. également pour le client final. Ils le sentent. Oui. Ils sentent qu'il y a un décalage. Et ils sentent qu'il y a un décalage. Alors, au sein des entreprises, aujourd'hui, de plus en plus, il y a un enjeu capital, c'est l'engagement des collaborateurs. Plusieurs études démontrent que quand les salariés d'une entreprise sont hautement engagés, l'entreprise va réaliser des revenus 3 fois meilleurs qu'une entreprise dont les salariés sont à peine engagés. Est-ce que l'excellence opérationnelle peut améliorer l'engagement au sein d'une entreprise? L'excellence opérationnelle, moi je trouve c'est la clé de l'engagement parce que le day-to-day, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on exécute des process. Mhm. Euh, mais
Mais il y a un discours sur le leadership, sur les valeurs, qui est très important parce que il nous montre le chemin qu'on va Mhm. tous emprunter. C'est le Mhm. how, comment on doit fonctionner dans le day-to-day. Mhm. Et le plus important dans l'excellence opérationnelle, à part exécuter, c'est qu'on donne aux collaborateurs la chance de l'écouter. De l'écouter, Ok. savoir les choses qui marchent organisationnellement également, ou bien des processus qu'on exécute, que ce soit interne ou externe. Mhm. La troisième chose, lui donner la chance d'être dans des ateliers où il exprime, voilà les choses qui marchent pas et euh, comment il voit les améliorations à apporter. Ok. Et la quatrième, qu'il soit contributeur dans la construction de la solution. Et également, à part contributeur, c'est lui qui mène ces améliorations Mhm. et et qui les réalise. Mhm. Ça apporte de l'engagement parce que ça devient son propre processus. Mhm. C'est pas simplement un processus qu'on a formalisé en haut et on lui dit tu exécutes. Mhm. Après, on va appeler des consultants que ils viennent juste pour voir, même ils sont décorrélés par rapport au terrain Mhm. et qui te mettent des améliorations, mais qui répondent pas vraiment à la valeur ajoutée. Et l'idée de l'excellence opérationnelle à travers, par exemple, le levier du lean management, Mhm. c'est d'augmenter l'engagement du collaborateur pour l'amélioration du day-to-day Mhm. de nos processus et le day-to-day, disons, l'utilisation de l'expérience utilisateur chaque jour. Mhm. Et la troisième, indirectement, ça crée de la valeur au client final. Les gens, ils sont engagés Ok. parce que tu les formes, tu les sensibilises, ils sentent qu'ils apportent de la valeur. Ils sont Et par la contributeurs. suite, ils sont contributeurs et on le sent chez le client final. Ok. D'autres entreprises, moi, je vais te dire, moi, pourquoi, quand j'ai fait les conseils, j'étais frustré. Mhm. Aujourd'hui, malheureusement, des administrations publiques ou bien même des grandes organisations, euh, secteur bancaire, d'autres secteurs sans les nommer, ils consomment beaucoup de conseils. Ok. On réduit la contribution disons, du personnel à l'interne. On Mhm. ramène des consultants qui viennent, qui arrivent avec les méthodes, avec la connaissance, etc. Mhm. Qui part faire des focus center, des entretiens avec les parties prenantes. Ils font l'état des lieux. Après, ils benchmarkent les différentes solutions. Ils les valident. Après, ils font un plan d'action. Mhm. D'accord? La plupart du temps, ces plans d'action, il y a 10 à 15% qui réussissent. Moi, je trouve, mon expérience, j'ai vu pas mal d'organisations qui sont très portées sur le conseil, mais Mhm. euh, on n'implique pas assez l'interne, Ok. ça ne réussit pas parce que Les, c'est pas porté par la suite. les gens subissent en fait. Moi, juste ils subissent. Hmm. Et moi, ma philosophie, c'est très important d'équiper les différents managers, quoi Mhm. qu'ils soient, Mhm. avec les mêmes méthodes comme des consultants qui arrivent chez toi. Mhm. Ça veut dire une capacité de comprendre la problématique, Mhm. une méthodologie. Une fois que j'ai compris, je benchmark, je vérifie, je fais des POC, Mhm. j'arrive à formaliser un plan d'action. Et Mhm. également cette rigueur et la gouvernance pour suivre par la suite. Mhm. C'est pas simplement il faut les équiper par rapport à ça. Mhm. Maintenant, quand tu demandes à un consultant une aide, ça doit être très pointu. C'est quelque chose que l'organisation ne maîtrise pas, mais Ok. il faut que l'interne, c'est lui qui porte le projet. Ok. C'est lui-même qui fait l'état des lieux, Mhm. qui peut être aidé, mais Mhm. c'est lui qui fait l'état des lieux, c'est lui qui crée la solution. Moi, je suis contre qu'un externe qui vient me créer la solution. Mhm. Et c'est les gens qui sont dans l'organisation, si tu veux faire de l'innovation et faire de la valeur ajoutée, c'est les gens qui sont dans le day-to-day. C'est pas des gens qui sont de l'externe qui arrivent. C'est les gens qui sont de l'externe, ils peuvent avoir un savoir technique très Mhm. pointu, Mhm.
Ils peuvent nous apporter de la méthodologie, mais Mhm. on doit avoir de transfert de connaissances, Mhm. mais on ne doit pas être dépendant chaque fois de cette connaissance. Ok. Alors, il y a un sujet, je sais, qui te tient à cœur, auquel tu t'intéresses, et qui m'intéresse aussi parce que ses conséquences sur le monde vont être importantes. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a d'un côté euh, une automatisation qui s'accélère de plus en plus. On voit par exemple des usines qui sont gérées par des majorités de robots et où le nombre d'humains baisse. Bref, il y a un ensemble d'évolutions, il y a un ensemble de nouvelles technologies qui arrivent à grands pas et qui vont avoir de profonds changements sur le monde de l'entreprise et le monde de façon générale. Comment toi tu abordes ces changements, comment tu les vois et comment tu vois l'entreprise dans 5 ans, 10 ans, etc. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui à faire pour pouvoir mieux vivre cette époque-là? Parce qu'on sent que c'est quelque chose d'inévitable, c'est quelque chose qui va arriver. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire pour pouvoir bien vivre ces changements et bien vivre cette phase? Une organisation, elle doit être précurseur par rapport à ce genre de sujet, comme l'intelligence artificielle. Mhm, L'intelligence artificielle, si on peut le résumer, c'est des concepts, c'est de la technologie qui permet, disons, d'accélérer une analyse à grande échelle. ok. C'est une simulation de l'intelligence humaine, mais comme l'humain, on n'est pas, on n'a pas cette, on n'a pas derrière des serveurs en termes de stockage, de la big data, et également des algorithmes très puissants pour faire des milliards de calculs à la seconde Mhm, pour digérer toute l'information. ok. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'informations Oui. et c'est difficile de prendre une décision. Ok. Ok. Mhm, Si on prend le service client ou bien même également des secteurs comme le marketing, etc., on a mhm, beaucoup d'informations, social media, etc. mhm, Et pour repositionner, repositionner un produit sur quelle valeur il doit apporter au client final, je dois analyser beaucoup de data. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, elle existait, mais aujourd'hui, avec l'accélération des capacités de stockage et également de du- processing, ouais. également aujourd'hui avec l'avènement de la 5G, également l'avènement de la fibre, etc., ça permet de récupérer beaucoup de données avec des algorithmes, de prendre rapidement, te donner, voilà la tendance, le trend, ou bien voilà les différents 3 ou 4 scénarios de décision à prendre sur la base de toutes ces données-là. Ok. Pour moi, l'organisation, dans le cas de l'amélioration continue, elle doit être très, euh, même si ça veut dire, elle doit être très investi dans ce Mhm, genre. Même si on parle d'intelligence, c'est un sujet un peu, parfois il paraît difficile à le mettre en place, un mhm. peu Futuriste, comme de la science-fiction. Mhm, exactement futuriste, mais c'est pas futuriste. C'est simplement on est au début de quelque chose qui va s'accélérer avec les capacités technologiques, mhm, avec les nouveaux algorithmes mhm, et qui va nous permettre de rapidement réadapter nos processus de production mhm. et également si ça crée une productivité, ben ces people-là, les people ou bien les parce que les gens ils ont peur que qu'on aura des personnes qu'on va laisser euh, qu'on va laisser euh, euh, De côté. de côté. Ah, ah. Et l'idée, il faut qu'on, d'une manière graduelle, on commence à intégrer ça pour que ces gens-là, si j'ai une organisation avec 100, je vais pas attendre jusqu'à 2030 pour venir avec toute une organisation avec l'intelligence artificielle et à la fin, je passe de 100, je dois
passer de 100 à 20. Ouais. Il faut que dès maintenant, sur les différentes briques de mes processus, je commence à intégrer l'intelligence artificielle. Peut-être je Mhm, vais optimiser de 2%. mhm, Mais ces 2%, je vais les réinvestir, mhm. OK, dans de nouveaux services de forte valeur ajoutée, d'accord, pour que l'intelligence artificielle ne se voit pas comme une menace Oui. dans la création d'emplois, sur la création d'opportunités pour certaines personnes, mais c'est comme un levier qui accélère certaines décisions et qu'on gagne plus des parts de marché. Également, on peut plus recruter sur de nouveaux services, mais pas simplement une menace. C'est les organisations qui tardent à adopter certaines technologies qui Mhm, se retrouvent au bout de 5 ans, 10 ans. mhm, Déjà, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont une organisation qui n'arrive pas à implémenter. Et mhm. à la fin, on va appeler des consultants. On va se retrouver pour qu'on arrive à fonctionner, à être compétitif comme d'autres boîtes. Ben, tu passes de 100 à 20. Et après, tu as des plans sociaux, tu as un impact très important sur l'emploi. Mais je Et je trouve que pense, c'est Liazid, que c'est une responsabilité de tous. Ça veut dire que l'entreprise doit initier, doit prendre des initiatives pour pouvoir se préparer à ces moments-là, mais je pense que chacun d'entre nous aussi doit s'intéresser à ce sujet, se projeter à l'avenir, peut-être investir en lui en termes de formation, se dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, comment je peux m'orienter, me réadapter, me réajuster, etc. Et je pense que c'est finalement c'est une responsabilité de tous, c'est pas forcément que d'une partie. exactement. Il y a une responsabilité, l'organisation d'entreprise pour adopter rapidement et savoir comment d'une manière intelligente les intégrer. Mais chacun de nous, surtout à n'importe quel niveau, les gens, malheureusement, moi j'invite les gens à faire beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, au lieu de passer beaucoup de temps sur Facebook et prendre des photos, surtout les jeunes. Mhm, C'est comment se réadapter, se rebrinder mhm, en termes de compétences par rapport à ce qui va arriver. Peut-être il y a des métiers qu'on a aujourd'hui qui vont cesser d'exister. Et cette compétence, si tu démarres à 20 ans, ça marche très bien. Bon, si tu gardes les mêmes compétences dans 20 ans, dans 30 ans, bah, ça marche plus. Même, on se dit dans 10 ans, 15 ans, il y aura des métiers qui vont, c'est-à-dire disparaître. comment appuyer mes compétences Mhm, pour que peut-être avec l'intelligence artificielle, on aura besoin des gens avoir le métier et également le savoir-faire parce que l'intelligence artificielle, il n'y a pas que, c'est pas un truc qui est autonome, mais il y a des paramétrages, il y a une veille pour que mhm. ça fonctionne bien. Il faut que les gens qui sont aujourd'hui dans des rôles d'exécution, de conception, etc., s'intéressent au sujet pour qu'ils trouvent des opportunités, comment faire vivre ce genre d'initiative dans une entreprise. Ouais. J'avais vu une, Ou- euh, j'avais vu une statistique, Liazid, qui disait que en 2030, une entreprise devra obligatoirement former près de 40% de ses employés à de nouveaux métiers. Parce que il faudra les convertir, il faudra les réorienter au vu des changements importants qu'apporte l'intelligence artificielle. Alors, tu as évoqué un sujet important, c'est celui de cette veille. Tu disais, au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux, etc., eh bien, il faut être curieux, essayer de s'instruire, de rechercher l'info, etc. Est-ce que tu as des conseils de sources à partager avec nous? Peut-être des choses que toi tu fais, peut-être qu'il y a des sites que tu consultes ou des choses que tu fais pour pouvoir te maintenir en veille. Alors, il y a plusieurs sources. La première, je m'intéresse à des articles sur des organisations comme Accenture, Capgemini et d'autres. Ok, Il y a des articles, c'est des study cases sur des thématiques bien précises, ok, que ça sur l'intelligence artificielle, sur l'automobile, sur pas mal de. C'est des articles, tu peux lire 3-4 pages,
mais c'est un résumé d'un vécu, parce que c'est très important. J'aime pas m'orienter beaucoup sur des articles universitaires où il y a beaucoup de théories. Je préfère le mix entre des professionnels qui Ok. pratiquent, Mhm. parce que ça va au-delà de la théorie, Mhm. et où il y a des study cases. Alors, si je résume, ben, il faut s'orienter, ou bien c'est à travers LinkedIn, des entreprises qui partagent certains articles très intéressants, et ces articles-là, ils viennent du vécu. C'est Ok. pas simplement il y a le concept plus le concept qu'on a essayé de le mettre en place, et c'est très intéressant de benchmarker par rapport des choses que tu essaies de dérouler. Comme je l'ai dit, mon arrivée dans le secteur de la relation client, Mhm. il fallait que je teste pas mal de choses qui fonctionnent très bien dans le secteur haïtien, dans d'autres secteurs, et que pas nécessairement dans la relation. Il faut vraiment une préparation de mindset. Alors, pas mal de choses que je lis, j'essaie De les de, transposer. de les transposer et voir comment les implémenter en day-to-day. Maintenant, si par rapport à la lecture des livres, moi je suis plutôt sur des lectures qui sont liées à l'histoire, Ok. parce que moi je suis plutôt histoire. Ok. Euh, Parce que pour moi, l'histoire, ça permet d'éviter euh, de refaire les mêmes erreurs, Ok. parce que malheureusement, l'humain, et surtout, c'est la mémoire collective, on oublie. Oui. Par exemple, quand on a eu le Covid, Mhm. tout le monde s'est affolé, tu vois, tout le monde est un peu surpris, tout le monde, le fait qu'il a perdu une certaine routine quotidienne, un certain confort quotidien. Mhm. Moi, quand je lis l'histoire, je vois que les gens, ce qu'ils ont vécu en Deuxième Guerre mondiale, en Première Guerre mondiale, euh, pendant des siècles, Mhm. ça n'a rien à voir même ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est C'est simplement aujourd'hui incomparable. Mhm. certaines choses très secondaires Mhm. qu'on a perdues, mais Mhm. le plus important, qu'on arrive même avec malheureusement des gens qui souffrent ou bien des gens qu'on a perdus, ça à zéro échelle par rapport les gens, comment ils ont vécu cette expérience. Et pour moi, j'invite aux gens de lire l'histoire parce que le day to day, on oublie pas mal de réflexes qui Ok. nous apportent de la paix, Mhm. qui nous apportent une meilleure vision des choses, Ok. que sans histoire, tu veux pas savoir. Mhm. Parce que les choses se répètent. Aujourd'hui, Oui. la technologie, c'est juste, elle accélère ce qu'on vit, Mhm. mais l'humain, il n'a pas changé. On vit les mêmes choses, les mêmes sentiments, les mêmes, tu vois, les mêmes décisions qui se répètent. Mhm. Et on sait que par le passé, ont vécu des civilisations très évoluées et Il y a- des civilisations qui ont atteint des niveaux de connaissance et des niveaux de science et des niveaux de technologie énormes. oui, si on prend la référence à ce moment-là, Mhm. oui. Mhm. Mais ça, c'est une leçon euh, c'est pas simplement l'histoire, c'est juste la connaissance et il nous évite. Ça, c'est un travail sur notre ego par rapport à plusieurs choses dans Mhm. le day-to-day, dans notre vie, dans nos projets. Et ça me permet, que ça soit des livres d'histoire ou bien des romans où il y a un volet historique, Mhm. mais qui dit beaucoup de choses. Mhm. Ça me permet dans mes décisions, dans, avec des amis, avec des proches, dans ma famille et même la vie d'une entreprise, Mhm. euh, d'avoir la meilleure approche Mhm. et de prendre la meilleure décision. Ok. Parfois, l'histoire, elle nous apprend à ne pas se précipiter. Il faut Mhm. laisser les choses le temps Mhm. pour mûrir et finalement prendre bon la décision que tu as prise, bon, lui laisser le temps. S'il Yazid, nous avons aujourd'hui des way of life qui sont très prenants.
et on a des métiers, et je suppose que tu as un métier qui est très prenant et que tu dois avoir des journées bien remplies. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour pouvoir garder un équilibre, pour pouvoir gérer le stress généré par le travail, la charge de travail, etc., pour pouvoir garder un équilibre et garder le sourire? Le, le premier, le seul moyen, c'est de trouver une activité où tu t'éclates à fond et qui va te nourrir et qui Mhm. va disons, te créer ouais, un espace dans ta tête pour pouvoir même des capacités pour pouvoir affronter le day-to-day dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, dans mon travail, je m'éclate parce que chaque jour, je me sens que je suis nouveau. Ok. Maintenant, tu as plus précisément les activités, Mhm. comme certains qui vont écouter notre podcast, ils Mhm. savent que un je suis un initié dans le triathlon. Ok. J'ai fait le half Ironman. Je prépare mon objectif. C'était pour 2020, c'était le full Ironman, Ok. mais malheureusement, ça a Annulé. été poussé pour, oui, reporté, annulé, reporté pour 2021. Ok. Mais le plus important, c'est it's the journey. Hmm. C'est que chaque jour, j'ai essayé de maintenir, de chaque jour faire la bicyclette, de courir, d'être très actif, ce qui me permet euh, d'être, que ça soit sur en plan mindset, et le plan mental et physique, capable de gérer des journées parfois difficiles, Mhm. parfois contraignantes, parce Mhm. que quand tu fais de l'excellence opérationnelle, c'est pas gagné, c'est de la rigueur qu'on doit mettre dans une organisation. Mhm. Et également, c'est également dans la façon comment je fonctionne, je cherche toujours des challenges, que ce Ok. soit dans la vie professionnelle ou bien ma vie personnelle. Par exemple, mon objectif, c'est le Full Ironman pour 2021, mais Inch'Allah. j'aimerais Mhm. faire d'ici 2023 l'Eco Challenge. C'est la course la plus difficile dans le monde Ok. et c'est pendant 10 jours, presque sans arrêt Ok. et qui nécessite d'autres compétences que j'ai pas aujourd'hui. Ok. Je dois travailler, Inch'Allah, sur les 2 prochaines années à acquérir ces compétences. Parce que je trouve dans ce genre, que ça soit le triathlon ou bien aller dans des challenges, euh, disons, parfois extraordinaires, c'est ce sentiment quand tu arrives, ton corps, il commence à te lâcher au centième, 120e kilomètre, Mhm. et tu retrouves le deuxième, et le troisième, le quatrième souffle. Ce sentiment où tu commences à avoir des larmes, Ouais. Mhm. pour moi, il n'est pas, il n'est pas égal Mhm. à n'importe quelle réussite je peux avoir dans Mhm. ma vie, ce sentiment que ton corps, il est vivant. Et je cherche le sentiment que mon corps, il est vivant, Mhm. il est très en harmonie avec la nature. Et si quand j'arrive à ce genre de sentiment, tout est possible même dans ta vie professionnelle, etc. C'est quelque Magnifique. chose que j'invite à beaucoup de gens à le vivre. À C'est pas simplement faire du expérimenter. sport, mais aller D'accord. au-delà de ce qu'on pense, aller au-delà de l'impossible. C'est un J'ai- sentiment qui J'aime n'a pas bien, j'aime beaucoup cette de, idée, Liazid. C'est quelque part sortir de ses zones de confort, prendre du risque, se tester sur de nouvelles disciplines, se tester sur de nouvelles choses et voir jusqu'où on est capable d'aller. Et tu as raison, c'est un excellent moyen de développement et de se sentir être, de se sentir exister. Sil Yazid, je te remercie pour avoir accepté d'être l'invité du Millennial Podcast. Merci pour cet entretien. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec nous, une dernière chose que tu aimerais partager avec nous? dernière chose. Euh, toujours, euh,
chercher et vivre des choses passionnantes. Toujours vivre et chercher des choses passionnantes parce que c'est la source, Mhm, euh, disons, de la joie. mhm, Et quand on est heureux, on arrive à changer les choses, à créer de la valeur, à impacter les autres. Quand on vit notre passion. Et chacun de nous, il doit chercher sa passion, que mhm, ça soit professionnel et même extra-professionnel, mhm. parce que c'est tout ça qu'on va garder à la fin de notre vie, qu'on a vu des choses extraordinaires et, et qui sûrement, quand on vit des choses extraordinaires, on apporte beaucoup disons, de joie et de changement et on embarque les gens avec nous. Et si on n'est pas passionné, ben, malheureusement, c'est comme un trou noir. Il y a un champ de gravité négatif euh, qui peut ramener même d'autres vers ce trou noir. Et moi, j'invite les gens de vivre des choses passionnantes et chaque jour, on se pose la question, what's next? Quelles sont les choses à changer dans ma vie? Et, et quand tu changes, tu impactes le professionnel également, le personnel, ta famille, tes amis, etc. Super, C'est ça merci ce que je beaucoup. peux retenir. Merci beaucoup, Yazid, Welcome. et à C'était très un plaisir. bientôt. À très bientôt. Ciao, Super. bye.